Hello! Eh bien, c'est reparti. Je vais aller chercher Samuel Chapal pour venir sur scène. Voilà. Et donc, Samuel Chapal sur la conférence Dev Team, le rôle oublié de Scrum. Et Samuel se présentera tout seul. Tout à fait. Merci Philippe. C'est bon? Vous Partage? m'entendez, vous voyez, je vais partager mon écran. Ça doit fonctionner. Nickel, c'est bon. Allez, à tout à l'heure. Et on peut. Donc, on en a jusqu'à 11h45. Et encore une fois, si vous avez des questions, hein, Q&A, et on prendra dans l'ordre. À tout à l'heure. Eh ben merci, bienvenue à tous pour cette conférence Dev Team, le rôle oublié de Scrum. Voilà, j'avais proposé cette conférence à Agile Toulouse avec l'idée de découvrir la conf, de venir découvrir l'ambiance, etc. Et puis, vous le savez, la situation sanitaire est un peu compliquée, donc on a revu les plans. On fait ça à distance et ça va bien se passer. Et vivement l'année prochaine pour que je puisse être sur la conf avec vous. Alors c'est parti pour DevTeam, le rôle oublié de Scrum. Je me présente rapidement, je suis Samuel Chapal, je suis un Scrum Master, un formateur Scrum, un coach agile. Je travaille chez Concerto depuis Lyon, vous avez quelques indices. Et donc je vous parle depuis Lyon dans nos bureaux et je fais partie du Club Agile Rhône-Alpes à Lyon aussi. On organise tout un tas de trucs aussi sympas que Agile Toulouse. On fait Agile Lyon en particulier au printemps. Si ça vous tente, viendez. Alors dans cette conf, je vais vous poser 2 fois des questions. Et pour ça, on va utiliser Menti. Donc pour utiliser Menti, vous pouvez soit flasher le QR code qui s'affiche à votre écran, soit vous allez sur menti.com, vous tapez le code 55 14 51 8 et vous verrez une première question s'afficher. Cette première question, c'est un mot qui vous évoque Scrum. Comment vous résumeriez en un mot-clé Scrum ou ce que ça vous évoque? La première idée sera forcément la bonne. Et en plus, vous avez le droit de voter plusieurs fois. Donc, envoyez vos propositions sur Scrum et on regardera ce que ça donne très rapidement. Vous avez quelques minutes pour voter. J'espère que vous avez eu le temps de vous connecter. Sinon, hurlez sur le chat. Alors, pourquoi cette conférence? Eh bien, parce que je suis obligé de constater des fois, voilà, je remets le QR code, je suis obligé de constater des fois que Scrum peut avoir mauvaise presse et surtout qu'il peut y avoir des équipes qui pratiquent Scrum et qui le vivent pas très bien. Donc, si c'est une mauvaise expérience, et on peut le retrouver, retrouver ça en particulier dans tout un tas d'articles qui ont eu plus ou moins de succès, que vous retrouvez là, par exemple celui en haut à gauche, là, pourquoi l'agile et en particulier Scrum sont absolument terribles, qui avait beaucoup fait parler. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les premiers à pâtir en fait d'une expérience Scrum qui se passe pas très bien, c'est les équipes de dev, c'est les membres de l'équipe de dev. Et ce que je vois aussi, c'est on a beaucoup d'outils ou de conférences, de présentations qui se destinent aux product owners, aux Scrum Masters, donc aux autres rôles de Scrum, sur comment endosser ce rôle, comment se positionner. Et moi, j'ai envie de faire plus une conférence sur. Moi, je suis membre d'une équipe de dev Scrum et ça se passe pas forcément bien et je sais pas toujours comment me positionner, quel clé on pourrait avoir. Donc c'est ça l'objectif, euh, sachant que moi-même je suis Scrum Master, je suis pas dev, donc c'est ce que je constate dans mes échanges avec les dev teams avec lesquels je travaille. Et pourquoi surtout j'ai envie de faire cette conférence? Parce que j'y crois, c'est-à-dire que Scrum, je pense que c'est un excellent point d'entrée dans l'agilité, un cadre de travail à la fois pas trop riche et en même temps qui vous apporte des outils clés essentiels. Et donc, je pense que ça vaut le coup de continuer à pratiquer Scrum, de continuer à y croire et pourquoi pas de retenter, par exemple, un projet Scrum, de retenter un projet Scrum avec une nouvelle approche. Si tu peux vous aider là-dedans, j'en serais ravi. Donc, ce que je présente dans la suite, c'est mon point de vue, c'est mon retour d'expérience, c'est ce que j'ai pu rencontrer et les réflexions que j'ai maintenant. Voyez-le comme ça.
Alors, le temps que je vous dise tout ça, vous allez voter sur Scrum en un mot-clé et on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Et on a un super nuage de mots qui bouge beaucoup. Qu'est-ce que vous nous avez donné? Rugby, sympa, la BLE. Scrum, c'est un framework, c'est un cadre de travail, on est bien d'accord, qui encourage la communication dans l'équipe. On va parler d'équipe auto-organisée. On parle de méthode, d'agilité, bien sûr. Et il y a plein de termes. On retrouve itératif, itération, de stand-up. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que vous apportez là, il y a aussi un mélange entre on va dire les pratiques Scrum, les trucs auxquels on a l'habitude, la rétrospective, le daily meeting, etc. Et puis plus les valeurs, hein, ce qui sous-tend Scrum. Et moi, le mot que j'ai envie de vous proposer, que je pense qu'on ne retrouve pas dans ce nuage, mais c'est pas un souci. Le mot que je vous proposer, c'est empirisme. Alors pourquoi je vais vous parler d'empirisme sur Scrum? C'est parce que, d'abord, l'empirisme, c'est ce qui est à la base de Scrum. Si vous lisez le guide Scrum au chapitre théorie, donc on est au tout début, la première chose que ça vous dit, c'est que Scrum est fondé sur l'empirisme. Et l'approche de Scrum, la manière dont Scrum aborde ce point-là, c'est de vous amener à très vite créer des résultats, produire un produit qui est expérimentable, qui est testable, et donc de faire des expérimentations rapides et d'apprendre à partir de ce que vous réalisez concrètement. Et c'est sous cet angle que je vais vous proposer la suite de cette présentation. Donc à chaque fois, vous verrez dans chaque situation, parce qu'on va parler de plusieurs situations concrètes, je vous dirai qu'est-ce qu'une approche empirique vous encouragerait à faire. Alors, cette conf, elle est un peu à la carte. Vous avez un backlog, et ce que je vous demande, hein, comme on fait du Scrum, c'est de prioriser notre backlog. C'est-à-dire que ça, c'est le backlog de la conf. Ce sont plusieurs situations concrètes, et je vais vous demander de prioriser ce backlog. Donc, on va passer à la deuxième question dans Menti. Lesquelles de ces situations vous inspirent le plus? Donc, vous pouvez aller de nouveau sur Menti et faire le tri parmi les situations proposées. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on va reprendre les situations du top du backlog, et puis on essaiera de réfléchir ce qu'elle nous évoque dans une approche empirique. Alors, les situations en question, quelles sont-elles? Donc, il faut imaginer qu'à chaque fois, c'est une phrase dite par un membre d'une équipe de dev, donc un membre d'une dev team Scrum, et qui va nous dire que, par exemple, le sprint doit démarrer, les user stories ne sont pas prêtes, qu'est-ce qu'on fait? On surcharge notre sprint à cause du chef de projet, on ne tiendra jamais notre engagement. On est 15 en daily meeting, c'est trop long et j'ai mal aux pieds. La malédiction du dev. Encore un problème de conception qu'on aurait dû identifier en amont, c'est pas possible. Je suis tout le temps interrompu par l'équipe de recettes qui me remonte des bugs. Il y en a marre des estimations, on n'a pas tous les paramètres pour estimer précisément. Je passe ma vie en réunion au lieu de faire du dev. On n'a pas de temps pour la qualité parce qu'on doit boucler le sprint à l'arrache. Encore des retours en démo sur des trucs qui n'étaient pas prévus dans les specs. Et on répète les mêmes choses en rétro. D'ailleurs, les problèmes ne sont jamais chez nous. Donc, avec Menti, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de trier ces situations. Vous faites votre top 3. Vous n'avez pas besoin de les classer les 10. Hein, derrière, on n'aura pas le temps de faire tout le backlog. Hein, on a que un sprint et ce sprint dure 45 minutes. Donc on fera les top priorités de votre backlog. À vos votes. En attendant qu'on ait ce résultat du vote, je vous fais quelques rappels. Alors, je vais faire un rappel rapide. C'est quoi Scrum? De quoi on parle? Eh bien, Scrum, en fait, vous le retrouvez ici schématisé en un schéma. Et d'ailleurs, je remercie ma fille pour avoir fait cette magnifique représentation de Scrum, elle-même n'ayant jamais pratiqué Scrum. Qu'est-ce que c'est Scrum? En fait, c'est un cadre de travail qui va vous amener à faire une série d'expérimentations successives. Toujours dans cette vue d'approche empirique. Et comment vous allez mener ces expérimentations? Vous allez les mener de façon contrôlée par des sprints successifs. Chaque sprint, c'est une durée limitée pendant laquelle vous faites votre expérimentation et vous tenez vous tirez des conséquences, des leçons en fait de cette petite expérimentation.
Comment? D'abord, vous faites un sprint planning qui détermine les paramètres de l'expérimentation et la manière de l'organiser. Tous les jours, vous contrôlez que votre expérimentation se passe bien en daily meeting et de rester bien dans les objectifs d'expérimentation. Et une fois que vous avez terminé, vous inspectez les résultats, vous regardez ce que ça donne. Donc là, en fait, ce qu'on vise, c'est de produire une carotte absolument magnifique, une carotte parfaite, superbe, qui va satisfaire nos amateurs de carottes, à la fois par son brillant, par sa couleur, par sa saveur, par sa capacité à pousser rapidement. Et donc, dans cet objectif de viser une bonne carotte, vous présentez une carotte à vos amateurs de carottes et ils vont vous faire un retour sur à quel point ils l'apprécient ou pas et ce qu'il faudrait rectifier dans la prochaine expérience sur la carotte parfaite. Et par ailleurs, on apprend aussi sur la manière de mener des expérimentations et donc en rétrospective, on fait le bilan sur notre organisation et comment on pourrait encore mieux s'organiser dans la prochaine expérimentation. Scrum résumé en 2 minutes. Scrum définit aussi des rôles et aujourd'hui, on va se concentrer sur la Dev Team. Et la Dev Team, qu'est-ce que nous dit Scrum sur la Dev Team? Quelques points essentiels, c'est que c'est une équipe petite, que c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle a toutes les compétences nécessaires pour produire une superbe carotte. Elle n'a pas besoin de demander à une autre équipe de la planter, par exemple. Et c'est une équipe auto-organisée, c'est-à-dire qu'on lui donne beaucoup d'autonomie. Et voilà ce que doit être une belle Dev Team Scrum dans la quête de la carotte parfaite. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quel est le résultat de notre backlog trié et quelles sont les situations sur lesquelles on va se concentrer dans la suite de la présentation. Et on va se lancer sur, on répète les mêmes choses en rétro. D'ailleurs, les problèmes ne sont jamais chez nous. Je passe ma vie en réunion au lieu de faire du dev. Le sprint doit démarrer et les US ne sont pas prêtes. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, sympa. Et en stretch goal, on pourra peut-être retenter marre des estimations si on a le temps. Donc on commence tout de suite par la rétro et ensuite on parlera de pourquoi je passe ma vie en réunion, qui en a marre. Alors je crois que la rétro c'est vers la fin. Ok. Alors pour chacune des situations, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de l'analyser sous plusieurs axes. Le premier, en haut à gauche, ce sera en quoi cette phrase représente un anti-pattern, c'est-à-dire une mauvaise pratique Scrum. Pourquoi ce membre de l'équipe de dev a tout à fait raison de ne pas être satisfait de la situation. Ensuite, on verra ce qu'une approche empirique, en bas à gauche, là, nous conduirait plutôt à privilégier comme approche. Ici, quelques conseils en bas à droite là sur comment y arriver, en fait, comment se rapprocher de l'esprit de Scrum et de ses valeurs, en fait, donc de l'approche qu'on voudrait privilégier. Et comme je sais qu'on vit dans la vraie vie, on parlera aussi de pourquoi c'est pas facile, c'est-à-dire pourquoi même si vous connaissez bien votre cadre de travail, vous êtes un dev conscient de ce qu'on veut faire en Scrum, votre environnement, des fois, ça va rendre les choses difficiles. C'est parti. Alors, notre premier point, c'est on répète les mêmes choses en rétro et d'ailleurs les problèmes ne sont jamais chez nous. Et je pense que cela représente en fait un contexte où ce que voudrait l'équipe de développement, là, moi je suis dev et en fait ce que je voudrais c'est qu'on me donne des règles et qu'elles bougent pas en fait. Qu'on me dise comment fonctionne l'équipe, que ces règles soient claires, définies et qu'on s'y tienne. Et c'est vrai que des fois on peut avoir cette tentation de dire moi j'ai un Scrum Master, il me donne un cadre, je le suis et j'applique. Et puis on n'a pas tellement de questions à se poser. Dans une approche empirique, c'est vraiment pas ce qu'on va vouloir faire. C'est vraiment pas comme ça qu'on voit la dynamique de l'équipe auto-organisée. On va plutôt privilégier enfin, on va pas plutôt privilégier. Ce que Scrum vous embarque dans un processus d'amélioration continue par petits pas. Donc, en tant que dev, membre de la dev team, soyez conscient que quand vous vous embarquez dans une équipe Scrum, vous vous embarquez dans ce processus d'amélioration continue. Il y a quelque part un engagement de votre part à régulièrement revoir et réinspecter la manière dont l'équipe travaille. Et on sait que c'est pas facile, mais pour le rendre atteignable, cet objectif, on va le faire petit pas par petit pas, c'est-à-dire que typiquement dans une rétrospective,
Ce qu'on va chercher à faire, c'est de définir des actions que l'on peut mener, des actions concrètes qui vont être très progressives. C'est-à-dire que typiquement, on va faire sur le prochain sprint. Donc quelque chose un objectif d'amélioration qui soit raisonnable. Alors, comment faire ça? Moi, mon premier conseil, c'est soyez exemplaire, vivez-vous, enfin, essayez de faire de vous un exemple en tant que membre de la team. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir dans certaines équipes des fois de l'abattement sur les difficultés qu'on rencontre et que ça peut venir plomber un peu la rétro, c'est-à-dire que on va se dire bah oui, mais moi je vois pas mon environnement s'améliorer, donc pourquoi moi je ferais l'effort de faire cette amélioration continue? Bah, je pense que la meilleure manière que votre environnement bouge, c'est de montrer que vous-même, vous mettez en place des nouvelles choses, vous faites changer votre organisation et vous faites en sorte que les choses s'améliorent. Et en étant exemplaire par rapport au reste de votre organisation, vous vous donnez les meilleures chances qu'il y ait des choses qui bougent autour de vous. Donc faites ce premier pas, soyez exemplaire. Ce serait mon premier conseil. L'autre, c'est que forcément, vous le constatez, hein, votre environnement, il change peut-être pas aussi vite que ce que vous le souhaiteriez. Vous rencontrez des obstacles et il y a des équipes autour de vous qui sont pas les moyens, qui ont peut-être pas la volonté, ça va dépendre du contexte, de faire bouger les choses. Si vraiment vous êtes trop limité par votre environnement, contournez-le, hackez votre environnement, c'est-à-dire qu'il vaut mieux un peu contourner les contraintes et quand même faire en sorte, vous, d'être efficace, que de toujours vouloir que l'environnement bouge en premier. Je donne un exemple assez classique. Vous pouvez construire un produit qui va utiliser des services qui sont fournis par un autre produit à côté d'une autre équipe avec laquelle vous bossez. Vous avez des problèmes de stabilité avec cet outil-là et en fait, ça vous plombe parce qu'il y a des moments dans la journée, il y a des temps entiers où vous n'arrivez pas à avancer parce que l'autre outil a des problèmes de stabilité. Ok, créez un bouchon, faites un moyen de remplacer ou de faire en sorte que votre application puisse tourner sans cet outil, mais faites en sorte que la contrainte qui vient de l'extérieur ne plombe pas votre efficacité à vous, parce qu'en fait, ça va tirer votre équipe vers le bas. En fait. Donc, ne vivez pas ça comme une fatalité. Pourquoi c'est pas évident? Parce que c'est vrai que je pense qu'on peut être conscient que la rétrospective, c'est un exercice d'autocritique de l'équipe, donc qui est avant tout collectif et pas individuel, et que c'est pas facile. Même regarder en face les choses que l'on peut améliorer en équipe, c'est logique que ce soit pas simple de se rappeler peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des rétrospectives qui peuvent dégager beaucoup d'émotions, par exemple. Et donc ça me paraît complètement naturel qu'il faille du temps à rentrer dans cette logique d'amélioration continue et d'autocritique. Et voilà ce que j'ai à vous dire sur cet aspect de la rétrospective d'amélioration continue. Si vous avez des questions, envoyez-les dans les Q&A. Je crois que s'ils fonctionnent, mais je pense que ça fonctionne. Et votez pour les questions des autres et on traitera la top question à la fin. Ouais, je vois qu'il y a plein de questions. Alors là arrive le moment où je me rappelle plus de qui était deuxième de notre backlog, mais on va aller vérifier vite fait. Donc ensuite, le classement bouge. Le sprint doit démarrer, les US sont pas prêtes. Que fait-on? Et ensuite, c'est je passe ma vie en réunion. C'est parti. Alors là, on était sur la rétro au tout début, à la toute fin du sprint. Maintenant, on bascule en tout début de sprint, en amont en fait du sprint. Le sprint doit démarrer et les US ne sont pas prêtes. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben moi, je pense que cette situation, ça montre un anti-pattern qui est de voir le backlog comme des spécifications. Dans le fond, un backlog, est-ce que ce serait pas juste, je prends mes specs de 600 pages, je les découpe en morceaux et c'est ça mon backlog. Et puis voilà, et puis en fait, rien n'a changé. Bon, spoiler, non. Un backlog, c'est pas des specs, c'est pas une description complète, parfaite du besoin. Ce qu'on va vouloir dans une démarche empirique, c'est pouvoir avancer rapidement. Pour avancer rapidement, des fois, il faut accepter de faire des compromis. Enfin, souvent, vous allez faire des compromis. Donc, on va vouloir construire un backlog léger qui ne nous freine pas dans notre capacité à faire une expérimentation. Donc, comme le backlog est léger, comme par exemple, les user stories, si vous utilisez les user stories, ne seront jamais parfaites, ne seront jamais complètes, vous allez devoir démarrer sur des expressions de besoins qui peuvent vous paraître parfois floues
Et c'est ce que veut l'approche, c'est ce que veut Scrum en fait. Donc Scrum va vous encourager à, à avoir un backlog léger et imparfait, et surtout à pas vous freiner dans le lancement de vos développements. Comment y arriver? Moi, je suis plutôt favorable à ce que la definition of ready soit légère. Donc la definition of ready, c'est un ensemble de critères que l'on veut dans la description, que l'on veut atteindre dans la description de notre backlog. Je suis plutôt favorable à ce que ce soit une definition of ready légère, parce que je pense qu'il y a un anti-pattern de la DOR, c'est d'aller dire au PO, tant que tu n'as pas atteint tous ces critères, nous on fait rien, comme si par exemple un sprint pouvait arriver, on n'a pas de ticket prêt pour remplir le sprint, et bien on allait partir en vacances à tous les sprints où le product owner n'est pas prêt, et tant pis pour lui. C'est pas comme ça que ça va démarrer. À chaque sprint, vous allez faire en sorte d'avancer sur ce qui peut amener le plus de valeur à vos utilisateurs, et donc on va toujours attendre de vous d'aller de l'avant. Donc je pense que la definition of ready, il faut la garder légère, l'enrichir. Et quand on voit que sur le besoin fonctionnel, il y a encore trop de choses à affiner, ce que vous pouvez proposer, c'est ce qu'on appelle des spikes ou des prototypes, des POC, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais des petites expérimentations qui ne sont pas forcément intégrées au produit, mais qui permettent d'en apprendre plus sur ce qu'on va vouloir construire. Donc prototyper quelque chose qui va permettre de donner plus d'indications au product owner sur comment il peut faire avancer son backlog pour les prochains sprints. Donc proposer des expérimentations, proposer du refactoring, soyez force de proposition sur les éléments du backlog. Et puis par ailleurs, il faut savoir que le PO, il peut tout à fait déléguer. C'est-à-dire que si vous avez un product owner qui est dépassé par sa charge de travail sur le backlog, il peut tout à fait faire appel à l'équipe de dev et donc à vous, membres de la dev team, enfin à toute l'équipe en fait, pour l'aider sur le backlog, y compris sur la rédaction, sachant que quand il délègue, il reste responsable de ce qui est produit, mais il a le droit de se faire aider, il est pas seul dans sa tour d'ivoire. Pourquoi c'est pas facile? Parce que dans une équipe, on va vouloir quand même définir des limites de responsabilité, c'est-à-dire que Scrum définit 3 rôles, le Scrum Master, le Product Owner et les membres de la Dev Team. Et je peux comprendre le réflexe de dire, bah non, le PO, il doit faire son job. Nous, on fait notre job de dev, lui, il fait son job de backlog. Et surtout, on ne mélange pas. Bon, je suis pas favorable à cette approche. Je pense qu'une équipe Scrum, elle a de la cohésion, elle est embarquée dans le même objectif. Et donc, il faut aider votre PO, même si des fois, ça peut vous paraître pas évident à faire. Et je comprends tout à fait qu'on puisse se poser ces questions de limite de responsabilité. Et voilà ce que j'ai à dire sur ce cas de figure-là. Et on va passer dans... Je passe ma vie en réunion. Ah, je passe ma vie en réunion, il fait un peu mal celui-là. J'annonce. Alors, je passe ma vie en réunion au lieu de faire du dev, et c'est la faute de Scrum. Alors, qu'est-ce que je pense de cette situation-là? C'est que moi, ce que j'entends quand on me dit ça, c'est moi, je suis développeur, je veux faire que du dev, je veux que coder. En fait. Et tout ce qui se passe autour, c'est pas mon problème. Et je pense que dans une approche Scrum, ça marche difficilement. Cette question. Je peux comprendre qu'il y ait des développeurs qui conçoivent leur rôle comme ça. Et je pense qu'effectivement, en Scrum, ça va les freiner. En fait. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire dans une approche empirique, en fait, c'est qu'il y ait des interactions riches dans une équipe auto-organisée dans laquelle il y a beaucoup de communication et beaucoup d'interactions qui vont faire que, ensemble, en amenant nos briques fonctionnelles, d'ergonomie, technique, etc., la solution, on va la trouver collectivement. Et ça nécessite de l'implication des développeurs, des membres de l'équipe, de la dev team. Donc, c'est vraiment les interactions dans l'équipe qui font émerger les solutions. Donc, si vous êtes membre d'une dev team Scrum, on va vous poser plein de questions, et plus vous êtes en mesure d'apporter, et plus en fait vous aurez de valeur pour le produit, vos utilisateurs derrière, en fait, plus votre rôle sera apprécié. Alors, quelques conseils que je peux dire là-dessus. Déjà, organisez votre agenda. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des événements, pas parce qu'il va y avoir des réunions, des moments d'interaction, que ça doit se passer n'importe quand et n'importe comment. Donc, vous
pouvez décider en équipe que vous privilégiez le fait que les réunions se passent le matin, qu'elles se passent l'après-midi, qu'elles se passent que le mardi et le mercredi, que vous voulez un tunnel de dev pendant lequel vous n'êtes pas interrompu. Il y a plein de façons en fait d'organiser intelligemment l'agenda de votre équipe. Et ça, demandez-le, parlez-en à votre Scrum Master. Voilà. Comment organiser mieux nos réunions pour qu'on ait des temps sur lesquels on peut se concentrer et avancer sur le produit, et d'autres temps où on est plus dans l'interaction. Et de façon générale, je le dis encore une fois, en fait, ce qu'on attend de vous, c'est une implication en fait dans le produit. Donc, intéressez-vous à l'utilisateur auquel vous vous adressez, intéressez-vous au succès de la solution et du produit sur lequel vous travaillez. Je pense que c'est vraiment une façon de voir les choses qui est nécessitée par Scrum. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que il faut voir que dans les événements Scrum, si vous prenez les événements Scrum eux-mêmes, ça représente à peu près 1/8 de votre temps, hein, le daily meeting, la sprint planning, rétrospective, revue de sprint. En fait, c'est pas ça qui va vous prendre le plus de temps. Ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est plutôt les échanges sur les fonctionnalités, la conception technique dans l'équipe. Et ça, c'est vrai pour quel que soit le cadre de travail en fait dans lequel vous allez travailler, que vous fassiez du Scrum ou pas, vous aurez des échanges en équipe. Je suis pas sûr que je pense pas que ce soit vraiment propre à l'agilité. Peut-être que ici, dans une approche agile, empirique, on va vous encourager encore plus à apporter votre contribution. Donc, je pense que c'est une vraie opportunité. Et je pense aussi que vous avez le droit de ne pas vous y reconnaître dedans. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'effectivement, ça nécessite pour un développeur de sortir de sa zone de confort. Mon expertise en tant que développeur, c'est l'aspect technique, c'est le développement, c'est tout et l'outillage qui va avec. Et là, ce qu'on demande, c'est d'apporter plus encore sur l'approche produit, sur la vision utilisateur, éventuellement sur l'ergonomie. Et donc, c'est pas facile parce que ce qu'on apprécie en premier chez vous, c'est justement votre expertise technique. Donc, je comprends tout à fait que ce soit pas toujours évident. Et voilà le tour sur ce cas où je passe ma vie en réunion au lieu de faire du dev. Tu vois qu'on a encore un peu de temps pour en faire une autre. Alors, les estimations sont remontées dans le classement. On va aller parler un peu d'estimation. Je sais que ça fait mal. Petite intérim. Ok. Alors, il y en a marre des estimations. On n'a pas tous les paramètres pour estimer précisément. Donc, cet exercice me pèse moi, en tant que dev, parce que si tu me présentes bien tout ce qu'il y a à estimer, là, ok, je te ferai une estimation juste. Mais comme il y a toujours des zones de flou, en fait, cet exercice d'estimation, je suis pas confortable avec. Le problème qu'il y a derrière ça, c'est qu'en fait, effectivement, on veut viser, c'est d'estimer précisément. Et pourquoi? Parce que les estimations sont toujours prises pour un engagement, sont trop souvent prises pour un engagement. C'est-à-dire qu'on va considérer que une fois que moi, développeur, j'ai dit, OK, je pense que le niveau de complexité de ça, c'est L, c'est XL. Et bien, on dit, OK, d'accord, donc je sais que tu auras fini dans 2 semaines, merci, au revoir, rendez-vous dans 2 semaines pour le résultat final. Et dans une approche empirique, c'est vraiment pas la bonne façon de voir les choses, puisque, en fait, on sait qu'on a beaucoup d'inconnus, qu'on travaille sur un produit complexe et que on peut pas viser des estimations justes. Une estimation, elle est nécessairement fausse, en fait. Si vous êtes dans une approche Scrum, vous allez avancer très vite sur le produit et découvrir petit à petit quels sont les obstacles que vous avez à lever. Et donc, comment estimer de façon juste quelque chose sur lequel nécessairement il y a beaucoup d'inconnus. On peut pas. On peut pas. Et pourtant, le fait de faire des estimations, ça va être utile pour le product owner pour avoir quand même une vision dans le temps des choses. Donc, si vous, en estimant, vous aidez votre PO, vous aidez aussi les représentants des parties prenantes, c'est-à-dire les représentants de vos clients, en fait, à avoir une idée du délai, en fait. Donc, rappelez-vous, les estimations que l'on vous demande, elles sont relatives. C'est-à-dire que ce qu'on attend de la dev team quand on fait des estimations, c'est pas une vision précise de OK, je sais exactement le temps que ça va prendre, mais c'est d'avoir des éléments de comparaison entre plusieurs fonctionnalités qui sont attendues
et savoir dire lesquels vont prendre plus ou moins de temps par rapport aux autres, en fait, et savoir organiser notre backlog. Donc c'est ça qu'on attend, et il faut bien voir que si on se positionne du point de vue des parties prenantes ou du product owner, souvent il y aura des surprises. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent paraître fonctionnellement simples, qui vont être attendues par votre PO, et votre estimation va lui permettre de se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il croyait, et l'inverse peut être vrai. Par ailleurs, les estimations, ça n'est jamais qu'un support de discussion, et qui est très utile. C'est-à-dire qu'en demandant à une équipe de dev, est-ce que ça c'est plus ou moins compliqué, ça va permettre en fait dans l'équipe d'avoir des échanges riches sur quelle est la solution à mettre en place et comment on voit cette complexité. On va se rendre compte très vite que certains membres de la dev team vont penser qu'une demande peut être simple et d'autres qu'elle peut être plus complexe pour la même demande. Et donc ça permet de s'aligner sur le niveau de complexité de la solution technique qu'on envisage derrière. Et donc j'ai envie de dire, la discussion sur les estimations, typiquement si vous faites un planning poker, vous pourriez presque prendre l'estimation à la fin et la jeter. Ce que vous aurez gagné le plus en valeur, c'est des échanges qu'il y aura eu dans l'équipe autour de ce qu'il y a à mettre en place et de la solution technique qu'il y a derrière. Ceci dit, je suis aussi favorable à ne pas estimer. C'est-à-dire que si votre environnement, si votre PO, si les parties prenantes, si vous avez la chance de ne pas avoir trop de questions sur le planning et qu'on vous fait confiance, et donc s'il y a des gens, s'il y a des managers, des Scrum Masters autour de la table et qui m'écoutent, si vous faites confiance à votre équipe, vous leur enlevez le poids de ces estimations, et donc je pense que ça reste pour une équipe qui a un peu de bouteille et qui a l'habitude de fonctionner ensemble, ne plus estimer, ne plus faire d'estimation, je pense que c'est complètement valable comme approche. Donc si on vous exige pas d'estimation, pourquoi pas ne pas estimer si par ailleurs les discussions sur la complexité à mettre en place, vous savez les avoir. Donc on peut aussi oublier les estimations, c'est de mon point de vue une bonne idée. Alors pourquoi c'est difficile? C'est simple, hein, c'est qu'en face vous avez un client et que lui il demande une date de livraison, et franchement, je vois pas comment on peut lui en vouloir de demander quand est-ce qu'il obtiendra en fait la fonctionnalité qu'il a demandé ou le produit qu'il a demandé. C'est naturel que la question vienne, et là en fait derrière il y a du travail à faire, et je pense que c'est pas mal le rôle du Scrum Master auprès des parties prenantes de communiquer sur la valeur que ça peut avoir, de ne pas se centrer sur le planning, mais de se centrer sur le produit et qu'est-ce que l'on veut faire, et d'être en mesure en fait de pouvoir dire ok, on définira notre date de mise en marché, de mise en ligne, de mise à disposition de ce que l'on fait en fonction de l'avancement concret que l'on voit sur le produit. Voilà. Mais si vous êtes membre d'une dev team et que vous dites pourquoi on me saoule avec les estimations, mettez-vous à la place de votre client et dites-vous mais comment accepte-t-il de ne pas me donner de billes sur le planning? Alors vous savez quoi, on va resquiller un peu, on va en faire une dernière. C'est 34. On va en faire une dernière rapidement et on va dire, Philippe m'arrête pas, il me dit pas non, non, fais pas ça, donc j'y vais. Et on va dire, encore un problème de conception. En plus, je l'adore celle-là, encore un problème de conception qu'on aurait dû voir en amont, enfin, c'est pas possible. Ok. Allez, très rapidement, encore un problème de conception qu'on aurait dû identifier en amont. C'est pas possible, je suis en train de faire mon dev. J'ai attaqué mon US, ça fait que 24 heures, j'ai passé une journée dessus et je suis déjà en train de bloquer sur un truc, c'est pas possible qu'on l'ait pas vu quand même. On est nul ou quoi? Alors, quel anti-pattern ça représente? Alors, désolé, c'est une expression anglaise, c'est big design upfront, je crois qu'elle résume très bien les choses. C'est l'anti-pattern, c'est de vouloir tout concevoir, tout architecturer en amont, d'avoir toutes les solutions techniques tout prévues avant même de toucher la première ligne de code. Et dans une approche empirique, c'est certainement pas ce qu'on veut faire. Je vous le dis depuis le début, le but c'est de produire rapidement, d'aller vite vers un résultat tangible. Et en fait, c'est en essayant de produire quelque chose qui fonctionne que l'on va se rendre compte des obstacles et qu'on va trouver de meilleures solutions que si on essaie d'anticiper tous les obstacles avant même d'avoir commencé à produire, c'est-à-dire avant même d'avoir produit du code. Et là-dessus, le rôle des devs, il est absolument essentiel. C'est-à-dire que
On s'appuie sur vous en fait pour produire quelque chose et être capable de réagir techniquement à toutes les situations, à tous les obstacles que l'on va rencontrer. Et en ça, l'auto-organisation, la confiance que l'on fait à l'équipe de dev, elle est essentielle. Donc vraiment, c'est d'accepter l'imperfection, c'est-à-dire de se dire, ok, je dois commencer ce développement-là, j'ai pas tous les paramètres techniques, eh ben on se lance, on va voir ce que ça donne, ça peut bien se passer, ça peut moins bien se passer. Dans les deux cas, c'est normal, c'est ce qui est attendu par l'approche que l'on veut, qui est une approche empirique. Les conseils là-dessus, c'est pas évident. J'en ai deux. Il y en a un qui est de lâcher prise, accepter d'explorer, c'est-à-dire avoir une autre approche. Je pense qu'on peut, en tant que développeur, vouloir vraiment connaître tous les paramètres avant de se lancer. Ça peut être une approche naturelle. Et ben, soufflez un coup, lancez-vous dans le développement. Et la plupart du temps, ce que je constate, c'est que ça se passe plutôt bien. Et donc oui, on va rencontrer des problèmes de conception pendant, et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qui nous permet en fait d'avancer rapidement dans la bonne direction. Par ailleurs, par contre, je pense qu'il y a un rôle essentiel des membres de la dev team, c'est d'avoir le courage du refactoring, c'est-à-dire d'avoir une vision claire sur l'état de mon application, à quel point elle est évolutive, qu'est-ce que je peux faire en plus, comment je pourrais améliorer la conception technique de cette application en cours de marche, et donc vraiment faire du lobbying auprès de votre product owner, auprès des parties prenantes, pour refaire monter vos besoins de refactoring, parce que nécessairement une approche empirique, elle va nécessiter à des moments clés dans votre application de revoir une partie de votre architecture technique. Et donc là-dessus, vous avez un rôle clé de demander ces moments de refactoring et d'obtenir qu'ils soient priorisés dans le backlog et qu'ils soient pris en compte. Et pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on n'aime pas se tromper, c'est-à-dire on préférait avoir designé une solution parfaite en amont, parce que comme ça on est sûr de pas se tromper. Et pour être sûr de pas se tromper, on va toujours plus concevoir, toujours plus architecturer, toujours plus décrire. Et tant qu'on n'a pas commencé à développer, on a encore une chance de faire 0 erreur. Et c'est quand même plus confortable de se lancer dans un sujet quand on se dit qu'on va pas faire d'erreur. Et j'en ai fini, on a réussi à avoir 5 situations. On a été super efficace. Et on va passer aux questions-réponses. Et donc, dans les Q&A, la première question, c'est Sébastien qui la pose. Et si Sébastien est OK, je t'invite, Sébastien, à me rejoindre sur scène et à te faire inviter par Philippe pour qu'on puisse discuter éventuellement. Alors, ta question, c'est concernant les rétrospectives qui ne voient pas de problème qu'ailleurs. Concernant les rétrospectives qui ne voient pas des problèmes que ailleurs, n'est-ce pas aussi un signe manifeste de manque d'autocritique et de remise en question? Alors, il y a Philippe. Salut Philippe. Salut, laisse-le monter sur scène. Je l'ai invité sur scène. Et il faut un petit moment avant que les gens arrivent sur scène. Ouais, Olivier aussi pour un nom. Sébastien Dangean. Je t'ai invité sur scène. Donc pour venir, tu as juste à accepter et rallumer ta caméra. Qu'est-ce qui est passé? C'est bon, il doit arriver. Là. Ouais, c'est bon. Il faut que tu allumes ta caméra et ton micro pour qu'on te voit arriver. Je vais inviter le suivant aussi. Compléter, Sébastien a écrit dans le chat qu'il avait de gros soucis de caméra et de micro. Ah, ok, bon. Samuel, tu veux bien prendre sa question, Sébastien. Merci Yann. Ok. Oui, je peux répondre. N'est-ce pas aussi un signe manifeste de manque d'autocritique et de remise en question? Je trouve que c'est une façon un peu dure de le dire, quoi. Je l'ai dit sur cette partie-là. L'autocritique, c'est pas facile. Je pense que vraiment c'est quelque chose de nouveau qu'on demande aux équipes dans Scrum. En fait, c'est de mener cette autocritique. Il y a probablement beaucoup de développeurs qui n'ont pas eu à s'embarquer là-dedans avant de faire de l'agilité, comme j'entends beaucoup. Et c'est un vrai effort qu'on lui demande. Donc moi, ce que je constate, c'est que souvent, ça prend plusieurs rétros, ça prend plusieurs sprints en fait pour rentrer dans cette démarche d'amélioration continue et de se dire que
oui, on a le droit de dire qu'il y a certaines choses qu'on peut améliorer, qu'on peut mieux faire, et c'est pas grave, et on a le courage de le regarder en face. Donc, ouais, l'autocritique, c'est pas évident. Et là-dessus, je pense que le Scrum Master, il a un rôle clé d'expliquer, d'apporter une sécurité psychologique à l'équipe pour expliquer et favoriser le fait que ce dialogue se fasse. Et ça nécessite aussi que l'équipe apprenne à se connaître. Pour une équipe qui se monte, les 2-3 premières rétros, les gens vont un peu se regarder, sont pas évidentes. Salut Olivier. Salut. Question suivante. Vous m'entendez bien? Ouais. Super. Nickel. Ah, du coup, c'est moi qui la pose, c'est ça? Ah ouais, si tu peux faire ça, c'est cool. En plus, j'en ai un tas. Ouais, est-ce que tu pousses no estimate dans les équipes? Parce que tu parlais de pas d'estimation, mais alors c'est vrai que ça me fait penser à no estimate, sachant que je sais que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que je pousse no estimate derrière? Oui, vas-y, pardon. Ouais, non, parce que en fait, du coup, il y a une question que j'ai pas posée, mais qui est un peu en lien, c'est que tu parlais également du fait de donner la visibilité, et malgré no estimate, il n'y a pas quand même des moyens d'avoir des projections, notamment par la valeur ou même ne serait-ce que par le nombre de tickets. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ce que j'allais dire, c'est que derrière no estimate, il y a aussi en fait des outils en fait ou des manières en fait de quand même estimer en passant le moins de temps possible à estimer. Donc, comme tu l'as dit, ouais, ce type d'approche en nombre de tickets où on peut faire des statistiques sur les temps de traitement moyens des tickets avant et projeter après, etc. Moi, j'avoue que je peux volontiers aller jusqu'à dire non seulement on fait pas d'estimation, mais on fait même pas de projection. Donc, moi, mon approche, c'est que tant qu'on me l'exige pas, je ne pousse pas les estimations. Mais en général, quand même, j'y reviens et avec pas mal d'équipes, quand même, on peut le mettre en place. Et voilà, encore une fois, je le fais si vraiment, j'essaie de faire si vraiment on s'est imposé et que je vois que c'est nécessaire. Et par la valeur, et je pense que moi, ça se passe bien. Et par la valeur, du coup? Par la valeur? Ouais, bah en fait, la valeur cumulée, c'est-à-dire que idéalement, si les fonctionnalités ont été estimées en termes de valeur, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que du coup, ça peut marcher en cumulatif? C'est trop compliqué, on arrête là. Non, mais ça t'aidera pas à planifier ça. La valeur, ça t'aide à estimer ce que tu dois prioriser dans ton backlog et à mettre en avant la valeur produite, qui du coup si tu priorises bien, va décroître en fait dans le temps, parce que tu auras produit rapidement les fonctionnalités de plus haute valeur. Mais ça t'aide pas à planifier parce que tu peux avoir des choses de basse valeur qui mettent beaucoup de temps à être produites ou des choses de haute valeur qui sont simples à faire. Alors dans les Q&A, il y avait une autre question. Oula, ça a vachement bougé. Ouais, c'est aussi Olivier. Après, ça rejoint l'autre question sur la responsabilité, parce qu'après, c'est vrai qu'il y avait la question de la responsabilité. Je sais qu'après, il peut y avoir des oui. Ouais. Il y a peut-être des manières d'amener aussi à travailler là-dessus, peut-être. Complètement. Et là-dessus, je peux faire très rapide, c'est qu'il y a une super conf d'Olivier Mi sur le processus de responsabilité. Et regardez là. Oui. Et je sais qu'Olivier, il était à Gilles Toulouse cette année. Il était hier en présentiel, ouais. Voilà. Je pense que la vidéo existe sur ce compte. Ouais, merci. Merci en tout cas. Merci. Merci Olivier. Super. Il y avait Aurélie. Philippe, tu as une question? Ouais, je vais laisser parler Aurélie que j'ai invitée là. Bonjour. Bonjour. Ça marche vachement bien ce truc. Bonjour Aurélie. Alors, je crois qu'Aurélie. Oui, moi, ma question, elle est autour du passage d'intention vers action. En fait, c'est essentiellement ce que je fais dans les rétros et je me pose sans cesse cette question de comment mieux guider mes équipes pour passer d'intentions qui sont certes positives et c'est très bien vers des actions concrètes et vraiment dans cette approche d'expérimentation empirique. Et donc, ta question, c'est comment bien penser passer d'intention à action? Ouais. Qu'est-ce que tu soulèves comme question ou comment tu guides tes équipes pour être vraiment dans cette démarche d'expérimentation et de revenir d'une rétro à l'autre ou avec vraiment un check possible, quoi. Ouais, moi je fais des choses assez simples. Je sais pas si ça va répondre complètement à ta question, mais les choses assez simples que je fais, c'est de bien
préciser à l'équipe que les actions que l'on envisage, la plupart du temps, le but c'est de les faire sur le prochain sprint. Oui. Donc ça sert à rien de faire des plans sur la comète, on va lancer un chantier, machin, voilà, de ne jamais faire ça, plutôt dire qu'est-ce qu'on peut faire dès le prochain sprint, une réunion avec telle et telle personne, lancer un espèce de script qui ferait un petit outil d'un premier début d'automatisation, des choses comme ça, mais qu'on va pouvoir regarder dès le prochain sprint. Derrière, je prends aussi la casquette de ces actions-là, les suivre, m'assurer que derrière on les fait, c'est-à-dire ça veut pas dire que je les fais moi, mais que je m'assure que dans l'équipe, il y a des gens qui les prennent en charge et que donc ils ont du temps pour le faire. Ouais. Et je commence toutes mes rétrospectives par revenir sur les actions qu'on s'était dit la fois d'avant. Ça permet aussi de mettre en avant la valeur de la rétro qui est, vous voyez, on a fait des trucs concrets et donc on n'est pas là pour rien. Donc ces discussions, elles ont de la valeur. Ouais. J'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, complètement. Merci. Super. Restez petit, ouais. Peut-être une dernière question, là on n'a pas dépassé, donc on a un petit peu de temps. Il y a un petit jeune là, qui Merci. voudrait poser une question. Merci Aurélie. Il y a un petit jeune qui voudrait poser une question là. Oui, qui est ce petit jeune, oui. Ouais. Est-ce que tu aurais des idées ou des types de formations, savoir-être ou communiquer pour les devs? Alors Olivier, je crois que c'est Olivier quelqu'un m'a proposé le pointeur sur Sandro Mancuso, qui est excellent, son bouquin est très bien, très bon. Il a une formation là-dessus, un software craftsmanship. Bon, il est tout seul, donc il en fait partout dans le monde, donc il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais quel type de choses toi, en tant que développeur, ça pourrait te plaire, et tes collègues, moins Scrum Master et plus développeurs, ça pourrait les intéresser, et ils ne diraient pas « Ah ouais, mais ça, c'est un truc pour les agilistes, c'est un truc pour les managers, c'est un truc pour machin », qui puisse être acceptable pour des vrais développeurs. Je ne sais pas te dire, parce que comme moi-même, je suis plus dev depuis un bon moment, et je suis essentiellement Scrum Master, je pense que je suis pas le meilleur juge de ça. Ce que je peux dire, c'est que j'essaie de faire en sorte que les formations Scrum que je donne, par exemple, je pense que beaucoup de devs sont embarqués on leur dit maintenant t'es agile, tu fais du Scrum, mais en fait on leur explique jamais ce qui est attendu d'eux. J'essaie de faire en sorte que mes formations, en fait, elles s'adressent à toute l'équipe Scrum. En tout cas, quand on parle des points, mais après, non, de pointer vers des formations spécifiques de savoir-être ou autre, je ne saurais trop te dire. Ouais, je pense que c'est un point ouvert, je ne vois pas non plus, hein, parce que j'imagine. Ah, on a perdu Philippe. Qui sont quand même pour tout le monde, ça passe pas très bien, quoi. Donc je sais pas trop en fait. Mais en tout cas, c'est une super question, et c'est vrai que ça peut être une bonne question de se dire, je trouve que centrer une formation autour de l'équipe de la dev team, une formation vraiment sur Scrum autour de la dev team ou sur l'agilité centrée développeur, je pense que ça pourrait être super intéressant, et j'aimerais pouvoir te dire, tiens, il y en a une qui est organisée là, mais j'ai pas ça en tête. Ok. Allez, on prend juste on a presque fini. Bon, on va arrêter. Sur la DOR, il y a une question. Ouais, on va arrêter. Du coup, j'ai juste 2 slides de conclusion, et puis on peut continuer sur les tables. Super. Ouais. Sur les tables derrière. Hein. Là, on va après ce sera la pause. Et puis Samuel est là, vous pourrez discuter avec lui. Ouais, je vous rejoins sur les tables jusqu'à vers midi. Ouais, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord, est-ce qu'on est tous condamnés à faire du Scrum? Je trouve que c'est une question qu'on peut se poser des fois en tant que dev. C'est est-ce que je vais être obligé à faire du Scrum? Il y a peut-être des choses que j'ai pu mettre en avant dans cette présentation où, en tant que dev, des gens qui vont pas se reconnaître dedans et dire mais moi, ce qui m'est proposé là, ça me correspond pas. Ben, j'espère bien que personne n'est condamné à faire du Scrum. Au contraire, je pense que travailler dans une équipe Scrum, c'est une super opportunité. C'est une opportunité de s'éclater. Et que si vous avez l'impression que ça vous correspond pas, ben surtout essayez de faire en sorte de ne pas vous y retrouver si c'est une situation que vous voulez pas. Par exemple, je disais intéressez-vous à votre produit, à vos utilisateurs, etc. Si c'est quelque chose c'est quelque chose dans lequel vous vous projetez pas, vous n'êtes pas condamné à vous y retrouver. Donc j'espère bien qu'on n'est pas condamné à faire du Scrum, et qu'il y a plein de devs très motivés pour rentrer dans une approche agile et qui peuvent s'éclater à faire du Scrum, et qui puissent choisir en fait l'organisation dans laquelle ils travaillent. Et un petit lien que je peux vous donner en ouverture pour conclure, si vous voulez continuer à creuser le sujet, c'est le support sur la Feature Factory de John Cutler,
Je pense que donc il a tout un tas d'articles de blog liés entre eux sur ce que c'est que la feature factory, c'est-à-dire voir la production de logiciels comme une espèce d'usine dans laquelle il rentre les idées des grands sachants au début. Et en fait, le rôle des devs, c'est de dépiler tout ça à l'infini et d'être productif. Je pense que c'est une excellente illustration des dérives de Scrum et de comment Scrum peut être mal utilisé. Et tous les contenus qu'il a pu produire autour de ce thème de la Feature Factory, donc vous avez le lien là, mais je pense que si vous tapez Feature Factory sur Google, vous tombez sur le premier lien avec le blog de John Cutler. C'est une ressource très riche pour arriver à comprendre dans quel contexte, dans quelle situation vous pouvez être quand vous êtes plongé dans une sorte de faux agile qui n'est pas évident à vivre. Et je vous laisse avec ça. Je pense qu'on peut tous basculer sur les tables de la salle de conf. Merci Philippe. Ouais, je confirme John Cuttlefish, c'est super intéressant, hein, John Cutler. Il est product évangéliste en Irlande et c'est super intéressant ce qu'il raconte. C'est lui qui a fait un algorithme sur la confiance. Et en gros, il dit vous avez confiance? Non. Alors, plein de trucs. Vous avez confiance? Oui. Hop, c'est fait. Voilà, c'est vachement plus simple. On n'a pas parlé de confiance là, mais il y avait un peu en filigrane, il y avait quand même ça pas mal qui arrivait. Ok, merci beaucoup Samuel.